Alors, voici l'exercice du jour, tout frais, tout frétillant, et vraiment, vraiment frais. Je ne sais pas si on en sortira frais, mais en tout cas, il est tout frais. Alors, on va regarder les endomorphismes de Mn2K qui commutent avec la transposée. Donc, regardez, on part d'un corps K quelconque, N, bon, un entier strictement positif pour ne pas être en dimension 0. C, ça va être pour l'instant l'ensemble des phi dans AND de Mn2K, donc les endomorphismes de Mn2K, qui commutent avec la transposée, tels que, quel que soit A, bien sûr, pour toute matrice carrée, phi de transposée de A, c'est la transposée de phi de A. Bon, il est assez clair que c'est un sous-espace vectoriel de AND de Mn2K, bon, je vous laisse le vérifier, et on veut en calculer la dimension. Alors pourquoi j'ai flashé sur cet exercice? Parce qu'il a, on va dire, trois façons d'être exposé très joliment. Une façon dans le cadre de la leçon sur la dualité, une façon si la caractéristique est différente de 2 dans la leçon sur la diagonalisabilité, et là, si la caractéristique est égale à 2, alors que c'était simple dans le cadre de la dualité, mais dans le cadre d'une leçon très difficile sur la trigonalisabilité, disons qu'il y a un moyen de le voir dans le cadre où la caractéristique est égale à 2. Donc, bon, on en parlera un petit peu sans rentrer dans les détails, mais c'est intéressant, et il y a ces trois visions-là. Alors, le grand 1, je vais regarder sous l'angle de la dualité. Et c'est vraiment intéressant parce que ça nous montre que ça nous oblige à utiliser des objets que généralement les étudiants, les candidats, rechignent à utiliser alors qu'ils sont assez naturels. Bon, bien sûr, ils sont nouveaux, donc voilà, faut fluidifier tout ça. Regardez. Je vais d'abord regarder phi de A, ce que j'appelle phi de A, et bien ça va être une matrice. Donc elle a des coordonnées. Ces coordonnées, je vais les appeler phi ij de A. Mais comme phi est un endomorphisme, phi ij de A, ça va être un élément de K qui va être linéaire en A, forcément. Et donc, ici, on va avoir une forme linéaire. Donc, ce que je suis en train de dire, c'est que la donnée d'un endomorphisme de Mn2K est équivalente à la donnée de N2 formes linéaires sur Mn2K, j'ai nommé les phi ij. Voilà. Et donc, on va attaquer sous cet angle-là. Donc, qu'est-ce que ça veut dire que phi de A transposé égale la transposée de phi de A? Ça veut dire que pour les phi ij de A transposé, c'est égal à phi ji de A. D'accord? Puisque la transposée, ça va transformer la coordonnée ij en la coordonnée ji. Regardons maintenant, ça nous donne N2 équations. Les N2 équations, vous vous doutez bien qu'elles vont se diviser en deux. Il va y avoir la diagonale qui a un statut particulier, et ce qui est à l'extérieur de la diagonale, qui va avoir un autre statut. Donc regardez la diagonale, c'est-à-dire si I égale J. Alors on a phi ii de A transposé égale phi ii de A pour tout A. Ce qui veut dire, ce qui est équivalent à dire que phi ii de A transposé moins A est égal à 0 parce que phi i est linéaire. Mais ça, pour tout A, on reconnaît, ça veut dire que phi ii s'annule sur le sous-espace im de t moins i, moins identité. Alors ce que j'appelle t, c'est la transposée, c'est l'endomorphisme transposé, et l'identité. Donc ici, vous avez grand T de A, moins identité de A, ça fait T moins identité de A, et l'ensemble des T moins identité de A quand A parcourt Mn de K, c'est exactement im de T moins identité. Donc phi ii s'annule là-dessus, c'est-à-dire que phi ii, c'est dans l'orthogonale de im de T moins identité. Donc maintenant, vous comprenez, je cherche ici certaines dimensions de C qui est là-dedans. Mais au lieu de le regarder là-dedans, je vais regarder les dimensions là-dedans.
parce que j'ai un isomorphisme d'espace vectoriel. Alors maintenant, phi i, déjà, donc pour une composante, quelle est la dimension? Eh bien, pour calculer im de t moins identité, pour calculer cette dimension, je vais calculer la dimension du ker. Parce que ker de t moins identité, ça veut dire que c'est les matrices telles que la transposée de A est égale à A. Donc ça, c'est les matrices symétriques. On sait tous la tête qu'a une matrice symétrique. Et la dimension, c'est le nombre de paramètres indépendants qu'on a dans cet ensemble. Et on voit bien que c'est n plus 1 sur 2. Il suffit de donner la diagonale et en dessous de la diagonale. Et ensuite, la partie supérieure va être définie par la partie strictement inférieure. Donc, en fait, vous avez n plus 1 sur 2 comme dimension. Ça, c'est bien connu. Donc, maintenant, ça veut dire que im, ici, va être de dimension n2 moins ça, mais l'orthogonale de im va être n2 moins n2 moins ça, donc ça veut dire que la dimension du sous-espace là-dedans que doit parcourir phi i, ça va être n plus 1 sur 2. Voilà, d'après la formule du rang et d'après la formule de l'orthogonale, qui se compense. Très bien. Donc, pour chaque i, on va avoir C va nous donner là-dedans un sous-espace de dimension n plus 1 sur 2. Maintenant, si i est différent de j, alors regardez, phi ji de A est égal à phi ij de A transposé. Donc phi j rond t. Bon. Alors, remarquez que quand on compose à droite par un endomorphisme, une forme linéaire, c'est t transposé de la forme. C'est ça la définition de la transposée d'un endomorphisme. Ça fait du bien de se le rappeler. Et surtout que là, c'est vraiment, regardez, c'est pas souvent qu'on tombe dessus, mais on a la transposée de qui? Eh bien de l'endomorphisme transposé. Donc c'est une vraie vanne de geek, et non, quand même, elle est bonne. Hein. Donc c'est pas souvent qu'on a ça, hein, la transposée de l'endomorphisme transposé. Je suis lourd là? Peut-être. Alors, ok, donc bref, ce que je veux dire, ici, de A, hein, de A. Et donc ça veut dire que ça est égal à ça. Ça veut dire que si je me donne phi ij quelconque, alors phi ji est entièrement déterminé par phi ij. Donc ça y est, il suffit que je me donne des phi ii qui vérifient la bonne chose, on a la dimension, et il suffit que je me donne des phi ij pour i strictement supérieur à j, et ça induira, et je peux les prendre quelconques, et ça induira les phi ji, hein, toujours pour i strictement supérieur à j. Voilà. Donc, en tout, la dimension, regardez, pour i, il va parcourir de 1 à n, donc il y a n éléments phi i, qui parcourt un espace de dimension, on a dit n plus 1 sur 2, plus, eh bien, chaque couple ij ici, pour i différent de j, donc il y en a n-1 sur 2, qui va parcourir un sous-espace. Et là, eh bien, il suffit de se donner donc phi j, donc on est dans mn de k étoile qui est de dimension n2. Hein. Donc là, on a quartier libre, on a n2. Donc la dimension totale, c'est n fois n plus 1 sur 2, plus n facteur de n-1 sur 2, fois n2. Et quand on réduit ça, ça fait n2 sur 2, facteur de n2 plus 1. Voilà déjà la première méthode par la dualité. Alors, méthode 2, qui utilise la diagonalisabilité. On est en caractéristique, cette fois-ci, différente de 2. L'endomorphisme transposé est un endomorphisme involutif. Ça veut dire que T2 moins identité égale 0. Donc T est annulé par le polynôme x2 moins 1, et x2 moins 1, ça fait x moins 1 facteur de x plus 1. Comme 1 est différent de moins 1, parce que 2 est différent de 0, ça c'est scindé simple. Donc T est diagonalisable.
Voilà. Alors maintenant, on a une proposition générale qui nous dit que si U est un endomorphisme diagonalisable, donc sur un espace E, là c'est l'espace des matrices, mais ça peut être n'importe quoi. Donc on suppose que E est somme directe des E lambda, les sous-espaces propres E lambda, quand lambda décrit le spectre de U. On va poser dim de E lambda, c'est la multiplicité géométrique de lambda pour U, on va poser égal à M lambda. Alors, l'ensemble des V qui commutent avec U, qu'on va appeler CU, c'est un espace vectoriel, c'est un sous-espace vectoriel de E, et qui est de dimension somme des M lambda carrés. La somme des carrés, vous voyez, la somme des carrés qui réapparaît, et qui réapparaît de façon cyclique depuis Pythagore. On a toujours une somme des carrés, et ça c'est quand même une chose qu'il faut bien photographier, la somme des carrés. Donc, un nouvel avatar de la somme des carrés, c'est la dimension du commutant d'un endomorphisme diagonalisable. Alors pourquoi c'est vrai? Je vais prendre une base de diagonalisation pour U, je prends une base qui est compatible avec la décomposition des E lambda. Ça veut dire que ici, la matrice de U, ça va être lambda 1, matrice identité, indice M1, jusqu'à lambda K, matrice identité, indice MK. Voilà. Les lambda I, ici, sont distincts. 2 à 2. Le fait de dire que V commute avec U, alors ça c'est un grand classique que vous devez tous savoir si vous êtes à l'agrégation, ça implique que V stabilise chaque sous-espace propre de U. Le fait qu'il stabilise chaque sous-espace propre et que les sous-espaces propres sont ici bien découpés par notre base E, ça va impliquer que la matrice de V dans cette même base E va avoir une structure diagonale par bloc, où les AJ sont des matrices carrées de taille MJ, ou M lambda J, si vous préférez. Voilà, ça dépend. Bon, ici j'aurais dû mettre des J, bon, c'est pas grave. Maintenant, réciproquement, attention, il faut quand même faire la réciproque. Si on a V qui est donné par une matrice comme ceci, alors on vérifie par un calcul par bloc, parce que ça va toujours commuter avec ça. Donc chaque bloc va commuter avec son homologue. Et donc ça veut dire que globalement, par le calcul par bloc, cette matrice-là va commuter avec celle-là. Ça, c'est une propriété des homothéties. Alors attention, c'est ça l'homothétie. Ça n'est pas, globalement, c'est pas une homothétie. Mais c'est une homothétie par bloc. Bon. Ok, donc finalement, ça veut dire que au niveau matriciel, l'espace CU dans la base E va s'écrire comme ceci. Donc on voit tout de suite la dimension. Il faut faire la somme des dimensions des sous-espaces parcourus par les AI. Donc ici, c'est bien la somme des M lambda carrés, parce qu'on sait que la dimension de Mn de K, c'est Nk. Donc il faut faire la somme et on a ça. Bon, alors maintenant, ça veut dire quoi pour notre problème local? C'est que dim de C, il va falloir commuter avec T, T qui est diagonalisable. Ces sous-espaces propres, c'est les matrices symétriques, c'est E1, et les matrices antisymétriques, c'est E-1. Donc pour les valeurs propres, 1 ici et moins 1. Les matrices symétriques, la dimension c'est nn plus 1 sur 2. Les matrices antisymétriques, la dimension c'est nn moins 1 sur 2. Donc on va avoir nn plus 1 sur 2 carré plus nn moins 1 sur 2 carré. Et, miracle, ou pas, quand on développe, on retombe sur n2 sur 2, facteur de n2 plus 1. Alors le 3, attention, âme sensible, s'abstenir, parce qu'on va parler de table de Young. Alors, nous voici rendus au troisième volet. On a la caractéristique égale à 2. Donc, comme notre endomorphisme transposé vérifie T2 moins l'identité égale 0, il est annulé par x2 moins 1, mais cette fois-ci on est en caractéristique 2, donc c'est x moins 1 au carré.
Et donc, là, il est plus, on ne peut pas estimer qu'il est diagonalisable, mais en revanche, il est trigonalisable, parce qu'on a un polynôme annulateur qui est scindé. Donc, regardons déjà la matrice 0, 1, 1, 0, qui est la base, finalement, de l'involution, hein, pour nous. Elle est semblable à 1, 0, 1, 1. Alors, pourquoi? Bon, on peut s'en convaincre. D'abord, elle est trigonalisable, puisqu'elle est annulée par x-1 au carré. Bah, x de moins 1, donc x-1 au carré, on est en caractéristique 2. Et sa seule valeur propre possible, c'est 1. Donc, elle est trigonalisable avec 1. Elle n'est pas égale à la matrice identité. Donc, on sait que forcément, si on n'a pas, on peut, il est impossible d'avoir 0 ici. Ça ne peut pas être semblable. D'accord? Parce que la matrice identité, elle commute avec tout. Donc, si c'était semblable, ce serait égal. Donc, ici, il faut mettre un epsilon différent de 0, mais cet epsilon différent de 0 peut toujours se ramener, d'après la théorie des blocs de Jordan, à 1. Donc, on reconnaît le bloc de Jordan J2 pour la valeur propre 1. Donc, ça, c'est la taille de 2 et la valeur propre. Voilà donc que cette matrice est donc semblable à J2 de 1. Maintenant, quand on va écrire T dans la base, l'endomorphisme T, dans la base des EIJ. Alors, je vais commencer par les EII. Donc là, on a n éléments EII qui vont être stables par T. Et ensuite, les EIJ, donc je vais alterner EIJ et EJI à la suite. D'accord? Ce qui va faire que EIJ va vers EJI et EJI va vers EIJ avec I différent de J. Donc ça veut dire qu'il va y avoir n-1 sur 2 blocs de taille 2, d'accord, ici. Voilà la matrice de T dans la base canonique, mais réordonnée pour que ce soit joli. Donc finalement, comme ça, c'est semblable à ça veut dire que cette matrice est semblable à... Alors 1, ben, c'est le bloc de Jordan de taille 1, pour la valeur propre 1, qu'on va répéter n fois. Puis ici, on va avoir, à la place de ça, hein, on remplace par ça, c'est-à-dire par les blocs de Jordan de taille 2 pour la valeur propre 1. Donc il n'y a qu'une seule valeur propre, mais on a une forme de Jordan ici pour T. Alors maintenant, quand on a la forme de Jordan, comment on fait pour calculer la dimension du commutant? Alors là, il y a un théorème, et encore une fois, Pythagore est avec nous. Hein, Pythagore, tu es là. C'est une somme de carrés. Une somme de carrés de quoi? Eh bien, de lignes pour le tableau de Young associé à T. Donc, il va y avoir... Alors, ça peut être des fois des lignes, des fois des colonnes du tableau de Young. Ça dépend. Les tableaux de Young, il y a plusieurs... selon la littérature, les conventions ne sont pas les mêmes. Mais bon, là, il n'y a qu'une seule valeur propre, lambda égale 1. Ici, on va associer un tableau de Young. Comment on fait pour associer un tableau de Young? Soit on a la dimension des noyaux emboîtés et on écrit les choses par ligne, soit on a la taille des blocs de Jordan associés à une valeur propre et on écrit les choses par colonne. Ça, c'est la grande force du tableau de Young, cette dualité entre les lignes et les colonnes, et cette aptitude à faire de la combinatoire, d'accord, avec cette dualité. Alors, regardez, bah là, ici, comme on a les blocs de Jordan, eh ben, on va écrire les choses en colonnes. Donc, on a des tableaux de Young, c'est des cases, hein, comme ça, et on va mettre n-1 sur 2 blocs de taille 2, donc tac, tac, voilà, ça, les blocs de taille 2 sont représentés comme ça, puis n blocs de taille 1. Et maintenant, que dit la dimension du commutant? Dit que pour chaque valeur propre, on va regarder la somme des carrés de la taille des lignes du tableau de Young. C'est-à-dire ici, il n'y a qu'une seule valeur propre, donc on ne fait que pour lambda égale 1, et on regarde la somme des carrés, ici, le nombre qu'on a ici au carré, plus le nombre qu'on a ici au carré. Ce qui nous fait
Alors ça, on peut le trouver dans Histoire hédoniste de groupe et de géométrie, pas Nouvelles histoires, mais Histoire hédoniste, le tome 2, voilà, et dans le chapitre 2, on voit comment on fait ça. Alors ici, on fait la somme des carrés, mais ici, on a n-1 sur 2 plus n, donc ça fait n plus 1 sur 2, qu'il faut mettre au carré, plus n-1 sur 2 au carré. Encore une fois, ça fait n2 sur 2, facteur de n2 plus 1. Voilà. On a vu de 3 manières différentes le même résultat. La dualité, vous voyez sa puissance quand même, hein, elle nous a permis de faire les choses hors caractéristiques, et la réduction nous a demandé de scinder ça en deux. Voilà, ça m'a paru être un exercice frais et joyeux, et sympathique à présenter pendant cette période difficile qui précède les oraux.